L'école de santé publique, une extension et patrimoine de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général. Quelle est sa mission, son organisation et son fonctionnement? L'école de santé publique est une institution publique qui a 3 missions. C'est l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Dans le cadre de l'enseignement, l'école santé publique forme les cadres du ministère de la Santé et d'autres ministères connexes en santé publique dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines. Donc, nous formons, l'école santé publique forme les agents et cadres du ministère de la Santé à tous les niveaux, au niveau de la zone de santé, au niveau du district, au niveau des provinces et au niveau national dans les programmes. Alors, l'école santé publique offre les filières de santé communautaire, il y a la filière de économie de la santé, il y a la filière épidémiologie nutritionnelle et la filière de l'épidémiologie de terrain, Field Epidemiology and Laboratory Training. Et pour ce faire, l'école de santé publique dispose de 5 départements pour former ces cadres-là du ministère de la Santé. Il faut vous dire d'abord que c'est le ministère de la Santé et d'autres ministères connexes qui nous envoient les personnes à eux que nous formons ici à l'école santé publique à travers les 5 départements qui assurent les enseignements. Nous avons les départements d'épidémiologie et de biostatistique, le département d'hygiène et environnement, le département de santé communautaire, le département de nutrition et le département de santé communautaire. Il y a la formation en santé communautaire chez les internes, les cadres du ministère qui viennent de l'intérieur, qui nous sont envoyés ici. Ils logent ici et sont nourris, etc. ici. Ils font leur formation en 14 mois. Maintenant, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui travaillent, des cadres du ministère de la Santé qui travaillent et qui ne peuvent pas arrêter leur travail et abandonner leur poste pour la formation internée en 14 mois. Alors pour cela, nous avons fait ce qu'on appelle la formation en soir. C'est-à-dire que ces cadres-là étudient chaque jeudi et vendredi après-midi et ainsi que le samedi avant midi. Et cette formation-là, elle dure 2 ans. Il y a aussi nos étudiants qui font l'épidémiologie de terrain et l'épidémiologie nutritionnelle. Ceux-là aussi font 2 ans parce qu'au cours de leur formation, pour ceux qui font l'épidémiologie nutritionnelle, ils vont sur terrain, par exemple à Béni, à l'épicentre d'Ebola. En ce moment, il y en a encore qui font les stages de 3 mois. Et ceux de l'épidémiologie nutritionnelle, ils vont faire aussi le même type de stage de 3 mois à Popokabaka, dans l'ex-Bandung. Nous venons de fêter notre 30e anniversaire. C'est là qu'il faut que je vous dise qu'en fait, l'école santé publique a été créée par le gouvernement congolais avec l'aide de l'USAID, les Américains, l'USAID. Et c'est l'USAID qui est et qui a toujours été le principal partenaire de l'école et qui a assuré la formation de tous les cadres du ministère de la Santé et même la formation des professeurs, chefs de travaux et assistants à l'école santé. En dehors de l'USAID, bien entendu, nous avons d'autres partenaires, tels que Corded, PAC, Banque mondiale, Union européenne, la coopération belge, etc. et la coopération canadienne, qui nous aident par l'octroi des bourses. Alors, pour ce qui est de la deuxième mission, qui est de la recherche, l'école de santé publique, à travers son personnel et son staff, nous avons une vingtaine de professeurs de différents domaines et une trentaine de personnels scientifiques. Ils sont dotés de compétences adéquates pour mener des recherches opérationnelles, recherche-action, des évaluations et des interventions sur terrain. Nous menons ces recherches pour le compte du ministère de la Santé, donc du gouvernement congolais, et aussi d'autres partenaires qui sont actifs dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la République. Nous avons un réseau suffisamment grand, étendu, qui est fait de nos alumni et de tous les médecins chefs de zone et autres cadres du ministère de la Santé qui sont dans différents postes à l'intérieur du pays, avec qui nous collaborons immédiatement sur le terrain et directement pour mener des recherches opérationnelles, des recherches d'intervention, des évaluations des programmes et des projets, etc. etc.
La gestion des déchets reste un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo en général et pour la ville de Kinshasa en particulier. Pendant que les immondices pullulent dans tous les coins de la capitale, avec de nombreuses poubelles dans tous les coins de la capitale, s'ajoute la problématique des vidanges de fosses septiques. La troisième mission qui est les services à la communauté, vous allez voir, c'est ce que vous amène ici probablement. Le département d'environnement, d'hygiène et environnement, dans le cadre de son cours d'environnement, est en train de mener plusieurs études ou plusieurs travaux de terrain. Ils vont voir la gestion des déchets, la gestion des immondices, la gestion des eaux usées. Et nous profitons de ce département-là en fait, pour rendre des services à la communauté. L'école de santé publique a un laboratoire qui est capable de tester la qualité d'eau, de la nourriture et d'autres choses. Et même des équipements assez avancés dans le laboratoire que certains hôpitaux de la place n'ont pas. Et maintenant, nous sommes en train de chercher à ouvrir pour que la communauté bénéficie aussi de ces équipements, en collaboration bien sûr avec les cliniques de l'Université de Kinshasa. Quand ils déversent leurs eaux usées au niveau de la rivière, c'est Ndolo, hein, la rivière Kalamo vers Ndolo, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les agents pathogènes qui sont présents sur ces eaux usées vont se disperser dans cet environnement aquatique. Et à part les agents microbiens ou des micro-organismes, nous avons ces matières organiques qui sont présentes dans les excréta. Tout cela va constituer ce que nous appelons une demande d'oxygène. Parce que ces eaux usées doivent être biodégradées et dans ce processus de biodégradation, il y a consommation d'oxygène par les micro-organismes qui sont présents dans ce cours d'eau. Ainsi, à la longue, le cours d'eau va voir sa concentration en oxygène dissous diminuer. Et si cette concentration en oxygène dissous diminue, il n'y aura plus d'activité aquatique en termes de reproduction des poissons, etc. Autrement dit, on va assister à la mort du cours d'eau. Ça, c'est pour ce qui concerne les écosystèmes. Mais par rapport à l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, ces excréta constituent en fait un foyer d'agents pathogènes multiples. Et les eaux vont être polluées par les micro-organismes. Ces eaux peuvent contaminer les légumes. Les personnes peuvent entrer en contact direct avec ces eaux et se contaminer. Ils peuvent attraper le choléra, la polio, ils peuvent attraper différents types de maladies. Une expérience a été menée avec les apprenants de l'école de santé publique dans un site non loin des installations de l'ex-site de la société Autoservice Motors dans la commune de Barumbu au quartier Ndolo, non loin de la route de poids lourd. Où sont déversés les déchets de toutes les fosses septiques de la ville dans la rivière Kalam. Les eaux polluées coulent vers le fleuve Congo, transportant ainsi des germes de microbes. Il se fait malheureusement que le maman maraîcher se serve de ces eaux usées et polluées, y compris le maman dite maman Malewa. Cette rivière est devenue un foyer potentiel de maladies telles que la choléra, la poliomyélite, la fièvre typhoïde et autres. Cependant, plusieurs services publics œuvrent sur le terrain, soi-disant pour l'assainissement du milieu, notamment le service de l'environnement. Représentant de l'environnement, parce que la commune qui m'a envoyé ici pour se présenter au niveau de l'environnement, ils m'ont envoyé ici pour récolter quelque chose. Au moment où les chauffeurs viennent aussi de verser ici, c'est moi qui perçois quelque chose là, comme 3000 par course. Quelques difficultés parce que les chauffeurs, d'autres chauffeurs n'arrivent plus à payer convenablement. Quand nous venons ici, alors il y a aussi d'autres chauffeurs qui refusent de ne pas payer.
Ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ainsi que les services de sécurité trouvés sur place, pourtant censés faciliter le travail des chercheurs, ces derniers ont plutôt manifesté une opposition empêchant les apprenants de l'école de santé publique de réaliser ce travail. Malgré cela, le travail a été fait pour défendre et expliquer la portée scientifique de ceux-ci. Je suis Dr Belinda Yumuna, je suis apprenant à l'école de santé publique où je fais l'épidémiologie de terrain. Et là, nous sommes dans un pratique de terrain en fait, en rapport avec nos cours. En fait, ces sites, c'est une déchetterie des excréments où les gens déversent le bout de fosses septiques. Et alors, par rapport à l'environnement, vous remarquez, nous sommes dans la ville de Kinshasa, donc en plein centre de ville de Kinshasa. Et la déchetterie abouche vers la rivière Kalamu. Et de la rivière Kalamu, c'est à moins de 100 mètres du fleuve. Ça signifie que tout ce qui est déversé ici est directement acheminé vers le fleuve sans aucun ménagement. Et c'est un danger pour l'environnement. Actuellement, l'OMS et tous les organismes mettent un accent particulier sur l'environnement. On ne voit plus la santé seulement pour les aspects médicaux, mais il y a aussi l'aspect environnement. Tout ce qu'on détruit, les écosystèmes, les biocénoses, ça contribue à faire ressurgir en fait toutes les maladies qu'on craignait. Imaginez-vous que ça déverse des excréments de quelqu'un qui aurait fait le choléra. Ce qui fait que de proche à proche, tout ce qui se déverse vers le fleuve est contaminé et c'est un danger pour la population et pour les gens qui prennent cette eau comme homme de boisson. C'est un peu triste pour ce qu'on vient de voir, hein, parce qu'actuellement là nous sommes dans un site où on décharge les bouts des vidanges des fosses septiques dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, cela s'est fait dans un caniveau qui se jette directement dans la rivière Kalamu. La rivière Kalamu qui abouche dans le fleuve Congo à moins d'1 kilomètre. Et tout autour, il y a des riverains, des gens qui habitent tout autour, qui utilisent cette eau d'une manière ou d'une autre. Et à l'endroit où la rivière Kalamu abouche dans le fleuve Congo, il y a un petit port, là, on appelle ça Libongo. Donc il y a des maraîchers qui sont là, et des fois ils prennent cette eau, ils versent sur leurs produits, sur des légumes qu'ils vendent. Donc vous imaginez ce que cela peut représenter, ce que cela présente comme un danger pour la santé de la population. Les excrétas qui ne sont pas traités, qui ne sont pas soignés au préalable, jetés ici et qui peuvent facilement se retrouver dans notre chaîne alimentaire. C'est vraiment triste ce qu'on vient de voir. Ce que nous faisons de notre environnement peut impacter sur notre santé. Alors si nous gérons mal l'environnement, surtout que ce n'est pas seulement les bouts des vidanges qui sont jetés ici. Il y a aussi d'autres compagnies qui jettent leurs déchets ici. Cela peut se retrouver même dans les poissons que nous consommons. On peut aussi être intoxiqué chimiquement. Donc on doit vraiment lutter pour bien gérer notre environnement, pour nous et pour les générations futures. Nous sommes là plus pour le One Health. C'est un concept qui dit c'est une santé. On recoupe les agents de santé humaine et de santé vétérinaire pour lutter face aux différentes maladies qu'on appelle émergentes, qui sont des maladies qui ont plus leur origine dans le monde animal. Il y a 70% de ces maladies qui proviennent du monde animal. Alors il y a cette interaction pour lutter contre différentes maladies. Et là, nous sommes ici dans le cadre du cours d'environnement, santé-environnement. Et nous sommes ici dans le site de décharge des excrétas d'Indolo, où on éjecte des bouts des vidanges là, des excrétas. Il y a vraiment un très grand danger parce que quand ils jettent ces bouts de vidanges ici, ça va déboucher jusqu'au fleuve via la rivière Kalamu. Il y aura perturbation des écosystèmes parce qu'on aura beaucoup de matières organiques il y aura un grand nombre de CO2. Et là, on aura beaucoup de poissons. Les poissons n'auront pas assez d'oxygène, ils seront asphyxiés. Et il y aura vraiment perturbation des écosystèmes. Et il y aura disparition d'une très grande faune et même flore aquatique. Je suis en train d'exhorter notre gouvernement, s'il y a moyen, s'il peut commencer à traiter ces bouts de vidange, les désinfecter, ça peut servir même pour l'agriculture et pour autre chose. Et par là, nous allons protéger notre santé et nous allons protéger aussi la santé de la population. Mais que dit la législation congolaise en matière? Nous savons qu'il existe une loi cadre pour protéger l'environnement, mais il faut que les mesures d'application de cette loi cadre soient mises en œuvre
au niveau de la ville et à travers tout le pays. Ces mesures d'application devraient préciser et indiquer les méthodes les plus appropriées pour l'évacuation des eaux usées et des déchets dans notre pays en général et à Kinshasa en particulier. Si ces méthodes sont appliquées par les opérateurs économiques, il faudra aussi qu'on mette en place des mécanismes de contrôle pour vérifier qu'effectivement ces entreprises qui opèrent dans le secteur ne vont pas faire des décharges non contrôlées de leurs eaux usées. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est de continuer à former les ressources humaines par rapport aux technologies et aux approches les mieux indiquées pour gérer correctement les déchets dans notre pays. Et là, l'école le fait depuis plusieurs années, et particulièrement notre département santé et environnement de l'école de santé publique de Kinshasa. L'université étant structure scientifique est tenue d'orienter ses recherches pour le bien de la population. C'est ainsi à l'école de santé publique, il existe un site de traitement pour la production des biosolides d'où coule l'extraction du phosphate, potassium et azote. Oui, ça c'est notre site expérimental pour le traitement de boues de vidange des fosses septiques pour les transformer en un produit avec une valeur ajoutée. En soi, tout ce que nous faisons sur ce site, c'est tout simplement faire en sorte que on puisse traiter les boues de vidange des fosses septiques. Au lieu qu'on puisse les jeter dans les cours d'eau, comme c'est le cas avec les compagnies qui offrent le service de vidange des fosses septiques, et ça occasionne une pollution des cours d'eau et un risque de transmission des maladies. Nous avons pensé que nous pouvions traiter ces boues de vidange des fosses septiques en vue de les désinfecter et qu'on puisse alors récupérer la valeur fertilisante qu'il y a dans ces boues de vidange des fosses septiques en termes d'azote, de potassium et de phosphore. Le site a été aménagé pour répondre aux besoins de la communauté aussi, puisqu'il y a un besoin réel, non seulement dans la ville, mais de façon globale. De façon globale, au niveau mondial, il y a de plus en plus une surutilisation des ressources en phosphore. Et on risque de tomber dans un déficit qui pourra avoir un impact négatif sur la production agricole. Et dans notre cas, nous essayons de faire en sorte qu'au lieu qu'on rejette tout ce qu'il y a dans les excréta, dans les excréments que nous excrétons, au lieu qu'on rejette tout ça alors qu'il y a une partie d'azote, de phosphore et de potassium que nous consommons dans les aliments qui se retrouvent là, on peut donc arriver à le récupérer. Le site a été aménagé pour un traitement naturel de boues de vidange des fosses septiques. Le traitement naturel consiste à tirer avantage de la présence du soleil pendant presque toute l'année dans la ville de Kinshasa. Et non seulement ça, et nous avons aussi aménagé donc des lagunes où se fait une digestion anaérobie au fond de nos bassins. Les bassins ont été creusés ici, les 4 lagunes. Chaque lagune a 3 mètres de profondeur et a une forme de pyramide tronquée avec un carré de 2 mètres de côté au fond et un carré de 4 mètres de côté à la surface. Nous avions dû recourir aux entreprises qui offrent les services de vidange des fosses septiques dans la ville pour qu'ils nous fournissent la matière première dont nous avions besoin. C'est le bout de vidange des fosses septiques. Et donc, ces compagnies étaient contactées pour qu'au lieu qu'ils aillent jeter là où ils le font, derrière Lista, vers Ndolo, nous les payons pour qu'ils viennent nous approvisionner en matière première. Et donc, ils nous approvisionnaient et nous avons stocké ces bouts de vidange des fosses septiques dans les lagunes ici. Dans nos hypothèses de recherche, nous avions 2 grandes hypothèses. La première était que le traitement ou l'inactivation des pathogènes était dépendante de la teneur en solide. C'est comme ça que vous voyez, nous avons aménagé 4 lagunes. Il y a 2 lagunes où la teneur en solide est
entre 8 et 12%, et 2 lagunes dans lesquelles la teneur en solide est de moins de 5%, autour de 4%. Et non seulement ça, nous avions aussi une hypothèse que comme il pleut chez nous ici pendant 9 mois de l'année, qu'il fallait que nous puissions aussi avoir une possibilité de contrôler l'influence de l'eau des pluies qui tombe sur les lagunes. Donc il y a 2 lagunes que l'on couvrait pendant les pluies et 2 lagunes qu'on exposait à la pluie. Pour suivre l'inactivation des pathogènes, nous avons utilisé comme indicateur, le germe indicateur que nous avons utilisé, ce sont les œufs d'Ascaris qui sont les plus résistants parmi les pathogènes, hormis d'autres virus qui peuvent aussi présenter une résistance similaire, mais pour ce qui est des bactéries, nous avons utilisé, et des parasites, nous avons utilisé les œufs d'Ascaris. Nous avons donc ensemencé nos lagunes avec des œufs d'Ascaris, pas dans toute la masse de la boue, mais nous avons aménagé des chambres sentinelles pour que nous puissions alors mettre en place ou ensemencer nos lagunes avec des œufs d'Ascaris dans ces chambres sentinelles qui sont faites de morceaux de tuyaux en PVC. Nous avons bouché les 2 extrémités avec des tamis de 25 microns d'ouverture, donc inférieur au diamètre des œufs d'Ascaris, et nous avons placé ces chambres sentinelles dans nos lagunes. Chaque mois, nous prélevions une chambre afin que nous puissions faire la numération de la densité ovulaire, donc le nombre d'œufs d'Ascaris. Au début, le nombre d'œufs d'Ascaris était autour de 10 000, donc 10 exposant 4, et nous avons observé après 12,4 mois, donc à peu près 12 mois et 2 semaines à peu près, nous avons observé que dans les lagunes avec au moins 8% de solide, le nombre de Ascaris était réduit à moins de 1. Et donc là, nous avons obtenu l'inactivation des pathogènes. Mais dans les 2 autres lagunes avec moins de 5% de solide, à ce moment-là, nous n'étions pas encore arrivés à l'inactivation complète. Mais nous avions arrêté nos recherches en septembre en 2015 quand nous avions obtenu ces résultats-là, biodégradables. Quand nous recevions la matière première, comme nous aimons bien le dire, les contenus des boues des camions de vidange des fosses septiques, quand ils nous approvisionnaient, ce que nous faisons, c'est que quand ils versent les boues dans les lagunes, les particules qui ne nous intéressent pas, comme les plastiques, les préservatifs éventuellement, des bandes hygiéniques que l'on retrouve aussi dans les fosses septiques, ces éléments solides flottaient à la surface. Et nous utilisions un bambou à l'extrémité duquel il y avait le filtre afin qu'on puisse enlever tous ces solides dont on n'avait pas besoin. Tous ces déchets solides étaient enlevés et brûlés et il ne restait dans les lagunes que la matière biodégradable. Je suis médecin militaire en spécialisation ici à l'école de santé publique. J'ai fait l'FLTP, l'épidémiologie des terrains. Il faut une forte intervention, surtout, vous savez que les militaires ainsi que leurs familles constituent une population spécifique. C'est des gens qui vivent dans des camps et avec cette promiscuité, s'il n'y a pas une bonne gestion des déchets usés, entre autres des excrétas, il y aura beaucoup de maladies qui seront générées dans de tels milieux. Il faut alors sensibiliser cette population, il faut prendre des mesures appropriées pour une bonne gestion des déchets usés, des déchets ménagers, surtout des excréments qui sont générés au niveau des toilettes. Il faut, entre autres, construire des toilettes, des latrines hygiéniques, parce que ça va aussi prévenir beaucoup de maladies, surtout auprès de ces populations qui vivent, vous savez, presque dans des conditions difficiles, en promiscuité. Donc il faut une bonne gestion de ces déchets-là. Mais ça doit commencer par
des latrines, la construction des latrines hygiéniques, parce qu'ils ne vont pas déféquer à l'air et puis déféquer et ne pas évacuer correctement ces déchets-là. C'est cette population-là qui sera exposée et qui va faire beaucoup de maladies. Et vous savez que les mamans, entre autres les mamans militaires surtout, et les autres mamans maraîchères là, qui ont leur champ autour du camp, entre autres les camps Kokolo, vous voyez, vous savez qu'ils nourrissent une grande partie de la population. Et les eaux, ils les trouvent où? Si ce sont des eaux contaminées, parce qu'il n'y a pas eu en amont une gestion rationnelle des excréments, vous savez que la population est vraiment exposée. Donc, le traitement naturel de boues de vidange des fosses septiques par lagunage, où on assure une désinfection anaérobique au fond, ça peut être viable pour la ville, pour le traitement de boues de vidange des fosses septiques au lieu de les rejeter dans la nature ou dans les cours d'eau. Oui, mais je suis très content de faire cette émission et j'espère qu'elle pourra toucher les sensibilités de nos autorités parce que nous parlons de développement durable, mais ce processus qui s'inscrit dans le cadre des ODD devrait être approprié et devrait être un leitmotiv pour nos gouvernements, pour nos gouvernants et nos gouvernements. Parce que si nous gérons mal notre environnement, nous sommes en train de détruire nos écosystèmes et nous allons laisser à nos enfants des cours d'eau sans poissons au moment où nous en avons besoin pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Je remercie beaucoup la télévision nationale d'être venue voir l'école de santé publique. En fait, nous nous rendons compte que l'autorité et la communauté ne connaissent pas l'école de santé publique et donc ne savent pas quels services ils peuvent tirer de cette institution gouvernementale. Je vous rappelle que l'école de santé publique est une institution publique qui appartient à l'université de Kinshasa et qui est attachée, c'est un vice déclarant de la faculté de médecine. Donc, c'est la colline inspirée qui est aussi à l'école de santé publique et pour rendre des services à la communauté, la colline inspirée de l'école de santé publique ne veut plus et ne veut pas et n'a jamais voulu rester à la colline et descend justement vers la communauté pour étudier, pour voir ce que fait la population, ce que connaît la population comme problème, afin de proposer des solutions adéquates à cela. C'est ainsi que vous voyez, nous, le personnel qui sont les apprenants de l'école de santé publique, descendre souvent sur le terrain pour aller à l'abattoir de Massina, pour aller à la régie des eaux et pour aller ailleurs aussi, dans le cadre de services à la communauté. Il serait intéressant que la ville de Kinshasa puisse collaborer avec l'école de santé publique pour gérer cette question. Et l'école de santé publique reste une banque de données pour répondre à plusieurs problèmes touchant ce secteur de santé. À bon entendeur. Somewhere